À 30 ans seulement, vous êtes championne de France, je le disais, grand maître international du jeu d'échecs, c'est le titre le plus prestigieux de la discipline. Vous jouez, je crois, aux échecs depuis l'âge de 6 ans, c'est correct? Oui, oui, c'est ça. J'ai commencé les échecs quand j'ai eu 5 ans, 6 ans, en regardant les parties de mon père. Et petit à petit, j'ai commencé à battre mon père et ses amis. Et je me suis inscrite dans un club et j'ai continué comme ça. Vous étiez à l'époque en Iran, c'est là que vous avez appris le jeu d'échecs, que vous avez grandi. Vous faisiez partie de l'équipe iranienne du jeu d'échecs. Et puis en Russie, en 2019, vous avez participé à une compétition internationale. Vous avez décidé durant cette compétition de retirer votre voile et pour cela vous avez été exclu. Est-ce que vous saviez que vous seriez exclu en posant ce geste? Bon, selon l'information que on a sur l'Iran et tout ce que j'ai vu et vécu avec mon expérience, c'était attendu et j'étais pas surprise. Et oui, je savais ils vont m'exclure de l'équipe nationale. C'était les conséquences, mais j'ai pris ma décision. C'était pas une décision que je vais prendre tout à coup. Ça m'a pris des années et je croyais plus en hijab et toutes les lois obligatoires contre les femmes. Et je voulais montrer mon opposition contre toutes ces lois misogynes. Et voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus retourner en Iran. C'est-à-dire, enfin, concrètement, vous pouvez prendre un avion pour y aller, mais sur place, vous seriez très probablement arrêté, donc vous ne pouvez plus. Vous avez encore de la famille, des amis qui y vivent? Oui, toute ma famille. Vous êtes encore en contact avec eux? Oui, oui. Je suis en contact avec eux, oui, Mm. souvent. Alors, entre-temps, vous avez reconstruit votre vie en France. Vous avez reçu la nationalité française en mars 2023. Alors, je le précise d'ailleurs, quand vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas du tout français. C'était il y a à peine quelques années. Oui, oui, il y a 4 ans que j'habite en France et quand je suis arrivée, je savais que dire bonjour, oui. Oui, là, clairement, vous savez dire un peu plus que bonjour. Vous parlez même parfaitement français, si je puis me permettre. Alors, ce n'est du reste c'est pas la première fois qu'une joueuse de l'équipe iranienne du jeu d'échecs est exclue. Dorsa Derakhshani avait déjà été exclue en 2017. C'était une autre joueuse. Elle concourt désormais pour les États-Unis. Vous avez choisi la France. Pourquoi avoir choisi la France? Bon, depuis mon enfance, j'aimais beaucoup la France. Je connaissais un petit peu la littérature et parce que je voyageais beaucoup et je jouais dans les tournois internationaux. Donc, je connaissais la France et j'aimais beaucoup ce pays. Et aussi, j'ai eu l'invitation d'un club pour jouer, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Je suis venue en France. C'était à Brest, je crois. Oui. Brest, où d'ailleurs vous avez poursuivi vos études. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs comme études à côté du jeu d'échecs? Parce que le jeu d'échecs, ça vous prend une bonne partie de votre temps, mais ce n'est pas toute votre vie. Oui, c'est ça. À Brest, j'ai fait une licence en informatique et après je suis venue à Paris pour faire mes études en ingénierie de logiciel. J'ai fini mes études en mois de septembre et après en mois de mars que j'ai obtenu la nationalité française, j'ai recommencé ma carrière professionnelle les échecs et j'ai remporté le titre championnat de France. J'ai participé dans plusieurs tournois avec l'équipe de France. On a décroché la médaille bronze en championnat du monde et championnat d'Europe. Et tout ça, ça prend vraiment du temps, d'efforts. Et il faut s'entraîner. Oui, ça prend beaucoup de temps. Quelle était la principale difficulté que vous avez rencontrée quand vous êtes arrivé en France? Je crois que la langue, c'était la chose plus difficile. Après, parce que je voyageais beaucoup grâce à les échecs, c'était pas difficile de m'intégrer culturellement. Je pense que la langue, c'était le plus grand défi pour moi. Est-ce que vous aimez le plus aujourd'hui dans le fait de vivre en France? Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, bien sûr. Je suis contente que j'ai choisi la France. Et j'apprécie beaucoup l'art de vivre en France. Oui, je suis contente.
Alors j'aimerais aussi vous parler d'Iran, évidemment. Ces derniers jours, c'est un vieil homme qui a beaucoup fait parler de lui. Il s'appelle Oncle Sadek, j'espère que je prononce bien. Il est devenu une figure, un peu malgré lui, de la contestation du régime. On va le voir à l'écran. Il avait simplement publié sur les réseaux sociaux une vidéo, voilà, on le voit, une vidéo où il dansait, tout simplement. C'était une danse de la joie qui était filmée, qui était énormément partagée sur les réseaux sociaux. Elle est devenue virale. Le régime a trouvé que c'était une forme de contestation politique et il a tout fait pour la supprimer d'Internet. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur la société iranienne aujourd'hui ? Je pense que ça démontre que l'appareil oppressif de ce régime totalitaire, c'est fragile. Et pour défier ce régime, il vous faut pas une arme, il vous faut un portable, une musique, et vous commencez à danser, vous le publiez diffusez dans les réseaux sociaux, et ça, vous pouvez défier ce régime. Et après ça s'est diffusé dans le monde entier, et le monde entier a montré leur soutien pour Oncle Sadek et pour ce geste. Et ça montre, c'est la force de masse, et c'est incroyable. Pardon, je vous coupe, mais pourquoi est-ce que il paraît si subversif que ça pour l'Iran, cet homme qui danse ? Parce que tout ce qui est pour danser, musique, tout ce qui vous rend heureux, c'est interdit en Iran. C'est le gouvernement qui a interdit ça avec les lois islamique. Tout ça, c'est interdit. C'est pour ça que tous ces gestes qui est très simple, danser, ça c'est très simple, et ça c'est devenu un genre de contestation, un genre de manifester contre ce gouvernement. Alors il y a la condition des femmes aussi. Depuis la mort de la jeune Mahsa Amini en 2022, le régime iranien a tenté de réprimer le mouvement de révolte qui agite le pays. En septembre dernier, le Parlement iranien a encore durci la loi contre les femmes. Aujourd'hui, par exemple, il existe maintenant des sanctions financières contre toute personne se moquant du hijab, donc du voile islamique, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les choses pourront s'arranger un jour en Iran ? Parce que clairement, là, ça s'empire, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, ils ont augmenté la peine pour ce genre de manifestation, pour refuser porter le voile, tout ce qui est concernant le hijab, enlever le hijab, juste pour ajouter la force et la pression. Mais on voit que malgré tous ces risques, les gens n'arrêtent pas à manifester, à enlever leur voile, à diffuser les vidéos. Tout ça, c'est incroyable, et je pense que tout ça, c'est très positif. Et cette maturité qui est arrivée dans l'esprit des gens, c'est incroyable. Et je pense que le régime ne peut pas arrêter tout le monde. Oui. Il ne peut pas arrêter tout le monde. Mais vous pensez que les choses pourront un jour s'améliorer en Iran ? Vous l'espérez ? Oui, je pense qu'un jour, ça... Je ne sais pas quand exactement, mais tout ça, c'est très positif. Oui. Alors parlons un peu des échecs, parce que vous êtes championne d'échecs, et c'est pour ça aussi qu'on vous invite. Vous avez fait partie des 14 joueuses françaises ayant dénoncé en août dernier les violences sexistes dans le milieu des échecs. La Fédération française des échecs vous a dit qu'elle vous soutenait. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre appel en août dernier, votre lettre ouverte, a fait bouger les choses ? Moi, personnellement, j'ai pas subi un harcèlement sexuel pendant les tournois et quand j'étais membre de l'équipe nationale. Mais honnêtement, j'ai signé cette lettre pour montrer ma solidarité envers toutes les femmes qui ont subi, pour les encourager d'en parler avec la voix haute. Et aussi, le monde des échecs, ça reste encore toujours très masculin, et on est pas si nombreuses, et tout ça c'est pour encourager les femmes, pour les attirer, pour montrer que ils peuvent jouer tranquillement, et je suis contente que j'ai pu participer. Quels sont pour vous les points auxquels il faut porter le plus attention pour que dans cet univers des échecs, pour que les femmes se sentent à l'aise pour jouer? Quelles sont les choses auxquelles il faudrait faire attention pour vous aujourd'hui, en priorité?
Comme je vous ai dit, montrer la solidarité pour toutes les choses concernant le harcèlement sexuel, pour montrer ils peuvent jouer tranquillement, et aussi il y avait une sorte de discrimination aussi. Le salaire, au niveau de salaire, c'était pas égal. L'équipe féminin, pour même travail, on gagnait la moitié que les hommes. Et maintenant, grâce à les médailles et les titres qu'on a gagnés avec l'équipe nationale féminine, on a réussi à cette égalité salaire, et la fédération aussi a contribué beaucoup, et ils ont mis en fin de cette discrimination. Et tout ça, je pense que ça attire beaucoup les femmes, et aussi ça montre que c'est en train d'évoluer, c'est en train d'avancer. Je pense Donc il y a une égalité salariale aujourd'hui sur les compétitions, par exemple, oui, entre hommes et femmes. Oui, en France. Oui. Alors autre chose sur les échecs, aujourd'hui les compétitions se jouent de plus en plus en ligne. Alors on vous a vu, on vous voit sur les images jouer devant un échiquier, ça c'est la belle image. Vous continuez à jouer sur un échiquier, mais de plus en plus les jeux d'échecs se font en ligne, y compris les compétitions. Est-ce que ça change le rapport au jeu d'être uniquement devant un ordinateur ? En fait, je pense que toutes ces plateformes en ligne, ça a révolutionné profondément les échecs, parce que ça, c'est devenu plus accessible à tout le monde. À tout moment, vous pouvez jouer contre quelqu'un, parce qu'avant, vous avez besoin de matériaux, vous avez besoin de quelqu'un comme adversaire, mais maintenant, vous avez accès à tout moment. Et ça, c'était un avancement pour les échecs. Et pour s'entraîner, on peut trouver un partenaire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment dans le monde entier. Du jour et de la nuit, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Et n'importe où, en fait. C'est dans la parc, dans le métro, partout. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est très bien, c'est super. En même temps, je pense qu'il faut investir sur les méthodes anti-triche, parce qu'il y a des tournois en ligne aussi. Il faut travailler là-dessus. Et alors, je vais venir sur la triche, mais est-ce que être juste devant un ordinateur, est-ce qu'on ne perd pas un côté un peu humain qui fait peut-être partie du jeu d'échecs ? Si, comme tous les métiers, quand ça devient en distance, et c'est que devant l'ordinateur, ça devient un peu artificiel, ça perd un peu le côté humain. Mais bon, c'est vraiment utile, et ça aide beaucoup de gens pour entraînement, pour promouvoir les échecs, pour tout ça. Il y a beaucoup d'avantages. Vous-même, vous jouez beaucoup en ligne ? Oui, moi aussi, je joue beaucoup en ligne, parce que normalement, c'est très difficile de trouver un adversaire. Il faut se déplacer, et après, vous avez l'accès à un ordinateur pour analyser toutes vos parties. Il y a beaucoup d'outils qui vous aident pour s'entraîner. Donc pour progresser, c'est vraiment utile. Oui. Mais alors justement, la triche, vous en parliez, on en a beaucoup parlé dans le monde des échecs ces dernières semaines, avec ces derniers mois, avec le cas d'Hans Niemann, qu'on va voir à l'écran d'ailleurs. Hans Niemann, qui est un joueur ultra doué. Il a un taux de réussite dans ses parties qui est absolument sidérant, plus que aucun joueur avant lui en réalité, au point qu'on l'accuse de faire des coups parfaits et donc de tricher. Vous en pensez quoi ? Là-dessus, j'ai pas, pour ceux qui l'apprécient, j'ai pas d'avis, mais je pense que avec le résultat qu'il a montré, c'est un peu superhumain, qui a changé dans plusieurs tournois. Des fois c'est normal, des fois c'est superhumain. Là, on a commencé à se douter, à se poser la question comment c'est possible, mais il n'y a pas de preuve. On a le doute qu'il a triché, mais on ne sait pas comment. Mais je pense que avec l'avancement de technologie, toutes les méthodes pour tricher, ça a avancé beaucoup plus vite que les méthodes anti-triche. Mais je pense qu'il faut avoir une envie pour travailler là-dessus, pour éviter ce genre de choses. Alors autre chose qui s'est beaucoup développée avec les parties en ligne, ce sont ce qu'on appelle les parties rapides, les blitz. Elles ont de plus en plus de succès. Est-ce que vous-même, vous avez le même plaisir à jouer une partie normale et un blitz, c'est-à-dire une partie rapide ?
Oui, moi personnellement, j'aime beaucoup les parties rapides et blitz parce que, en fait, les échecs, ça consiste à prendre les décisions et avec grande réflexion. Et quand vous avez moins de temps, c'est vraiment, ça devient instantané. Ce sont des Et, parties chronométrées, hein, oui, oui, pour expliquer oui. ce que c'est une partie rapide, on a un chrono à respecter, ce qui n'est pas Oui, le cas dans voilà, un jeu normal. exactement. Si, dans les jeux normaux, dans les jeux classiques aussi, il y a un clock. Euh, Chaque personne a 1 heure et demie et pour les parties rapides, chaque personne a 15 minutes et pour les parties blitz, c'est 3 minutes et 2 secondes. D'accord, donc c'est un temps mais qui est beaucoup plus resserré. Voilà, oui. Mais vous avez autant de plaisir à jouer des parties rapides que des parties longues? Oui, en fait, c'est autre chose parce que quand vous avez les parties classiques, vous avez le temps pour calculer, pour développer vos pensées, tout ce qui vient dans vos têtes. Mais pour les parties rapides et blitz, ça devient plus spectacle. En fait, ça devient plus intéressant parce qu'il faut choisir, il faut prendre la décision rapidement. C'est intéressant. Les deux sont intéressants, même moi, j'aime beaucoup le format blitz rapide. Mitra et Jazipour, quels sont vos prochains objectifs? Quelles sont les prochaines compétitions que vous visez, que vous avez envie de remporter? Oui. Justement, je vais participer dans un championnat du monde en Ouzbékistan dans quelques jours. C'est le championnat du monde, les parties rapides et blitz. Et après la Nouvelle An, ça sera championnat d'Europe, les parties rapides et blitz également. Et, oui, et mon objectif, c'est de devenir championne d'Europe et ensuite championne du monde. Championne du monde, ça serait votre rêve en matière d'échecs. Voilà, oui. Vous vous donnez combien de temps pour y arriver? Bon, je fais mon mieux, mais je sais pas, mais moi, mon objectif, c'est de devenir championne du monde dans 1 an, 2 ans. Oui. Eh bien, parfait. Une toute dernière question, Mitra et Jazipour. On parle beaucoup d'immigration ces jours-ci en France. On va en parler, là, c'est notre prochain sujet dans l'émission. Quel regard est-ce que vous portez sur tous ces débats autour de l'immigration en France? Bon, en fait, l'immigration pour les gens qui vivent dans un pays qui est en fait qui n'ont pas pour les gens qui n'ont pas une vie stable, qui cherchent leur rêve pour en fait qui cherchent une vie tranquille, c'est une occasion c'est une opportunité et en fait la France comme des autres pays européens a donné cette occasion. J'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. Non, d'accord. Vous n'avez pas plus que ça, Ouais. plus que ça